Bonjour. Alors, en attendant que, que nous puissions, pardon, faut que je prenne en attendant que nous puissions profiter donc de la d'une des premières vidéos qui ont été réalisées sur les jeunes, et que donc nous entendions la parole des jeunes, ce qui avait été une demande forte de l'institution du défenseur des droits et que nous partageons bien sûr. Donc nous sommes allés réaliser et surtout Léon Lacroix et Augustine Laurent sont allés réaliser un certain nombre d'entretiens filmés, donc vous verrez dans quelques instants. En attendant, je vais vous présenter rapidement le projet Ado Privacy. Donc je vais me permettre de partager l'écran et de partager ce PowerPoint. Voilà, alors je regarde l'heure aussi pour ne pas trop dépasser. Donc, Ado Privacy, c'est un projet que nous avons construit avec une équipe d'une quinzaine de chercheurs sur l'enjeu justement de la sensibilisation des jeunes à la protection de la vie privée sur les plateformes numériques. Donc, ce projet est soutenu principalement par le Défenseur des droits et par l'INGEP depuis septembre dernier. Et pour une petite partie, notamment pour la réalisation des petits films, il est soutenu également par le Hubert Artec. Les objectifs de cette recherche, c'est donc, voilà, il y a une urgence, elle a été rappelée à un haut niveau par la présidente de la CNIL et la défenseur des droits. Les jeunes sont extrêmement nombreux, enfin je veux dire, le fait d'être sur les réseaux sociaux fait partie de la sociabilité ordinaire, même je dirais la carrière sociale des adolescents. Ils y participent massivement, selon les chiffres de l'ARCEP, on est à 70% des 12-17 ans qui sont sur des sites de réseaux sociaux. Et d'après l'observatoire que je peux consulter, l'Observatoire des pratiques numériques des adolescents en Normandie, on a 70% des 15-16 ans qui ont au moins 4 comptes de réseaux sociaux. Bien sûr qu'il y en a plus, en fait, parce que là, je compte les 4 réseaux qui sont les principaux réseaux sur lesquels ils sont, Instagram, Snapchat, YouTube et TikTok, mais il y a en plus Twitch, Discord de plus en plus, Pinterest chez les filles, etc. La vie privée, comme cela vous a été rappelé, c'est un enjeu majeur en termes de liberté numérique en même temps, les données personnelles sont perçues quand même par chacun des internautes comme étant une sorte de monnaie d'échange pour accéder à des services. Et donc, voilà, donc on sent bien que nous avons un cadre juridique qui vous a été rappelé rapidement tout à l'heure, notamment par Marie-Laure Denis, mais notamment autour du RGPD. Mais le problème, c'est que il ne peut être efficace que si les jeunes utilisateurs s'en préoccupent. Autre chose, et nous y sommes très sensibles dans notre équipe, c'est que l'idée de dire qu'il ne faut, que les adultes doivent aider les adolescents à ne pas exposer excessivement leur vie privée est une toute petite partie en fait des enjeux. Le principal étant surtout de leur rappeler qu'ils ont aussi un droit à l'expression et ils ont aussi un droit à la protection de leur vie privée. Notre projet de recherche repose en gros sur 4 hypothèses. D'une part, le fait que les jeunes connaissent relativement mal les droits qui sont applicables sur les plateformes numériques, que cela favorise la vulnérabilité. D'autre part, la difficulté de la transmission par les adultes, et on va revenir cet après-midi sur les enjeux de la difficile transmission des principes juridiques aux adultes. La faible connaissance du droit applicable nous semble être aussi une hypothèse à creuser comme étant un accélérateur des inégalités numériques, des inégalités sociales. Et nous avons aussi une hypothèse qui a une dimension qui nourrit un projet pédagogique en même temps, c'est l'idée que la sensibilisation des adolescents peut être facilitée par certaines manières de présenter les droits, et notamment en les contextualisant dans leur signification, dans les significations sociales et émotionnelles qui sont attachées aux pratiques numériques des jeunes. Pardon.
Voilà, alors notre équipe est originale dans ce qu'elle est interdisciplinaire et interrégionale, donc principalement basée, si je puis dire, en sciences de l'information et de la communication, mais aussi avec des collègues qui sont en psychologie cognitive, comme Jean-Marc Meunier, ou qui sont aussi en sciences de gestion, comme Inès Delaville, même si elle n'est pas partenaire du projet Adoprivacy, elle est partenaire du séminaire qui est associé à ce projet. Interrégional aussi, donc là, à la fois, nous avons des postures qui sont vouées à être plutôt critiques par rapport à certaines pratiques des plateformes numériques, mais en même temps, nous devons reconnaître que sans Zoom, peut-être que ce séminaire, enfin, ce projet aurait eu beaucoup de mal à voir le jour et à se développer, puisque nous avons pu travailler depuis le mois de novembre à peu près au moins une fois tous les 15 jours, nous avons pu réunir l'équipe en visioconférence. Notre équipe comprend aussi des enseignants et des associations qui vont favoriser par leur propre ancrage professionnel la participation la venue de nos équipes, l'accueil de nos équipes dans les établissements et aussi la discussion sur la pertinence de notre projet. Les terrains sont principalement situés dans 4 régions, hein, l'Île-de-France, la région toulousaine, la région lyonnaise et la région de Nantes et de Rennes, si on peut. Les étapes de notre recherche sont, pour cette année, ce que nous avons réussi à faire, c'est d'abord des enquêtes par entretien auprès des adultes encadrant les jeunes, excusez-moi, je suis en train de me dire que j'ai oublié quelques diapos. Les étapes, ensuite une mise en œuvre d'une formation spécifique autour d'un dispositif que nous sommes en train de construire, de CNET, et puis l'analyse des observations, des focus group, des entretiens, et nous sommes dans cette phase-là. L'année prochaine, nous envisageons 2 autres étapes, donc la réédition des étapes de cette année, plus la réalisation par les jeunes de petites enquêtes, c'est-à-dire leur permettant de prendre en charge eux-mêmes la question de la sensibilisation à la protection des données et à la vie personnelle, et puis une forme de scénarisation grâce à la participation de jeunes photographes ou de designers. L'ancrage théorique du projet, il est à la fois en sociologie des usages. Ce que nous cherchons à faire, c'est aussi à l'articuler avec la socio-économie des plateformes, les enjeux de psychologie cognitive, et puis une conception de sciences participatives dans un sens, ou de recherche-action, c'est-à-dire la possibilité que à la fois les jeunes partenaires du projet, mais aussi les enseignants, puissent nous aider à construire donc une meilleure connaissance des enjeux socio-économiques des espaces numériques. Donc, les enjeux, c'est les enjeux sont à la fois des enjeux de droit, respect de la vie privée, la protection des données personnelles, la protection des données sensibles, mais aussi ce qui a été annoncé tout à l'heure, le droit à l'image, le droit au déréférencement, le droit à l'effacement des données personnelles qui sont particulièrement protégées par les enfants, pour les enfants. Alors, excusez-moi. Dès qu'on est plus sur son ordinateur. Excusez-moi, je ne sais pas. Voilà, je suis désolée, je n'arrive pas à faire un écran plus large. Donc, les industries, il faut protéger les droits, il faut connaître aussi le fonctionnement des industries du numérique qui vivent principalement de la récupération des données personnelles et de la spéculation autour de la valeur de ces données personnelles à travers les techniques de profilage. Et puis, au cœur de notre projet, bien sûr, la posture ambivalente des usagers, qui est la réplique aussi de la posture ambivalente des plateformes elles-mêmes. C'est à la fois la possibilité et l'usage de différentes techniques de protection de la vie privée, et en même temps le fait qu'il n'est pas si facile que cela de dire aux jeunes
de publier moins, de limiter leur publication, dans la mesure où précisément ce que proposent les plateformes numériques, leur fonctionnement repose, comme nous le savons, grâce à un certain nombre de chercheurs comme Serge Proux ou Antonio Casilli, à l'injonction à la participation en utilisant un certain nombre d'outils qu'on a pu appeler du web affectif. Alors, excusez-moi, je regarde un petit peu le timing. Donc, nous avons parmi les travaux, enfin les enjeux et les travaux sur lesquels nous avons collaboré ces derniers temps, c'est la question du périmètre de la privacy. Qu'est-ce que nous allons intégrer dans le périmètre de la privacy, les principes juridiques dont j'ai déjà parlé, mais aussi des questions morales ou éthiques, de savoir comment on protège les autres, comment le fait qu'on puisse diffuser, échanger sur des plateformes selon la confidentialité ou non des comptes peut engager aussi d'autres personnes que soi-même. Et puis des principes qui sont aussi très complexes, notamment la question du consentement, de l'identité numérique. Alors utiliser des pseudonymes, c'est bien, mais est-ce que ça peut être voilà, je veux dire, le droit à l'expression, c'est aussi le droit à l'expression en son nom propre. Donc un certain nombre de thèmes que nous souhaitons aborder. Et nous souhaitons les aborder, nous reviendrons sur ces techniques cet après-midi. Nous souhaitons les aborder, non pas en partant des principes juridiques. L'originalité, si je puis dire, de notre démarche, c'est de dire nous allons partir de CNET, c'est-à-dire de situations de conflit de droit, qui vont nous permettre de mieux travailler avec les jeunes les enjeux éthiques, c'est-à-dire les enjeux de responsabilité personnelle, mais aussi les enjeux politiques, c'est-à-dire comprendre que derrière les usages et les choix qui sont faits individuellement, choisir l'usage d'une plateforme plutôt qu'une autre, l'usage de telle modalité de confidentialité ou pas, il s'engage un certain nombre en viennent des conséquences, si vous voulez, les conséquences de ces choix sont des choix qui engagent en fait la collectivité elle-même et réciproquement. Donc voilà, donc on vous redonnera cet après-midi encore une fois un certain nombre de situations de conflit que nous souhaitons aborder et difficultés ou questionnement en fait. La dimension éthique pour nous, c'est pas le fait d'inculquer une morale des bonnes pratiques. Nous ne nous situons pas exactement dans ce terrain-là. Notre approche, c'est plutôt d'arriver à un questionnement, c'est-à-dire l'idée que l'ouverture de questionnements qui sont partagés avec les jeunes peut changer la compréhension que l'on peut avoir, que les jeunes peuvent avoir des enjeux de leur pratique numérique. Voilà, donc en gros, 3 directions de recherche dans ce projet. Approfondir et préciser des situations embarrassantes et questionnantes, développer des perspectives et des outils pédagogiques pour ouvrir des espaces de réflexivité, qui nous semble le plus important, étant donné, encore une fois, à la fois la complexité des enjeux juridiques et leur imperfection, et puis identifier éventuellement des améliorations souhaitables de la régulation des plateformes. Nous reviendrons, je ne vais pas développer ce point-là, sur l'intérêt de la méthodologie des CNET, nous y reviendrons cet après-midi, mais juste pour donner quand même une dimension, pourquoi est-ce que nous tenons beaucoup à articuler les principes juridiques et les enjeux affectifs, émotionnels, de sociabilité que représentent les pratiques numériques, c'est parce qu'il nous paraît important, encore une fois, de développer des espaces qui soient hors ligne et qui soient collectifs et dans lesquels puisse s'exprimer une réflexion sur le travail émotionnel qui est suscité par la rencontre sur les plateformes numériques avec des contenus qui peuvent être à forte charge émotionnelle
et qui suscitent un travail émotionnel la plupart du temps solitaire. Donc, d'où l'intérêt de construire des espaces où l'on peut partager toutes les petites questions que se posent notamment les jeunes utilisateurs. Et donc, voilà, lutter aussi contre la culpabilisation des victimes, qui est en fait la source principale des violences. C'est pas seulement le dévoilement de soi qui pose problème. Ce n'est pas le dévoilement de soi, je dirais même, qui pose problème sur les plateformes numériques. C'est la culpabilisation des victimes. Et lutter contre la culpabilisation des victimes, c'est quelque chose qui doit se faire dans différentes institutions. Je crois que c'est Madame Hédon qui rappelait à quel point, aujourd'hui encore, malgré les efforts qui sont faits à l'éducation nationale, ce sont encore les victimes qui doivent quitter les établissements quand elles sont objets d'attaques ou d'agressions, notamment de cyberharcèlement. Voilà, donc voilà, je pense que je vous ai donné les grandes lignes de ce projet et je vais maintenant passer la parole à Francesca Musiani et puis à organiser la prochaine table ronde. C'est Julien aussi qui va l'organiser. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là, en présence du coup, et qu'on puisse m'entendre sur Internet aussi. Merci beaucoup Sophie pour l'invitation, et Julien aussi. Moi, je m'appelle Francesca Musiani, je suis chargée de recherche au CNRS et je copilote depuis quelques années un centre de recherche qui s'appelle le Centre Internet et Société, qui est à la fois un petit labo CNRS et un grand réseau, surtout francophone et français, dont Julien et beaucoup d'autres collègues font partie. Voilà, il y a quelques années, j'ai écrit un petit livre sur Internet et vie privée, notamment suite au travail que, avec des collègues, on avait mené dans le cadre de la commission sur le numérique, le droit et la liberté à l'âge du numérique de l'Assemblée nationale. Et voilà, donc comme je m'étais pas mal occupée de la partie vie privée de ce rapport, voilà, les rapports ne sont jamais hyper lus, ou pas autant qu'ils pourraient l'être, donc je me suis dit, viens faire un petit livre. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est quelques éléments de l'introduction qui, voilà, d'après les éléments de cadrage qui m'ont donné Sophie et Julien, ça se prête plutôt bien à démarrer le panel dont il sera question tout de suite après. Alors, j'espère pouvoir... Voilà. Alors, donc, c'est vraiment un secret pour personne ici. Il y a de nombreux bouleversements voilà, dont la société et l'économie numérique ont fait l'objet au cours des dernières années. Et en ce qui concerne la vie privée, les répercussions ont été de taille, à la fois pour les manières dont cette vie privée est exposée ou protégée, et notamment ça a eu des répercussions très pratiques sur les modalités de collecte et d'utilisation des données à caractère personnel, des limites qu'on pose à ces usages et de la part de quels acteurs. Donc il y a des transformations qui sont vraiment à la fois techniques, économiques, sociales et culturelles. Tous ces facteurs s'enchevêtrent. Je vais donner un petit aperçu ici. Donc, bien sûr, il y a ce mot de datafication datafication qui revient beaucoup depuis que Joseph Van Dyck l'a théorisé au milieu des années 2010. Donc, voilà, c'est l'idée qu'on est vraiment submergé par les données, par tout type de données. On contribue à en produire. On en est entouré par les données que les autres produisent. Et voilà, on se trouve face à tout un tas de nouveaux défis sur comment faire sens de ces données, sélectionner celles qui sont appropriées et intéressantes pour nous, et aussi savoir que les données qu'on produise, voilà, elles ne vont pas être remobilisées par tout type d'acteurs à des fins qu'on ne souhaiterait pas. Donc, cette datafication, elle est rendue possible par une convergence de plusieurs dynamiques. D'un côté, il y a eu vraiment une progression exponentielle des moyens de captation, de stockage, de reproduction et de l'analyse de ces données. Il y a aussi une explosion du volume de ces données.
Donc voilà, c'est ce qu'on a pu appeler le big data. On a tenté la traduction mégadonnées en français qui reste plus ou moins utilisée. Et aussi, il y a eu aussi l'essor de phénomènes comme l'Internet des objets ou l'intelligence artificielle, où donc, du coup, les connexions se sont démultipliées et aussi, de plus en plus, on délègue totalement ou partiellement à des algorithmes des fonctions de régulation de l'Internet. Donc, d'un point de vue économique, il y a vraiment les stratégies de croissance et les modèles d'affaires des acteurs du numérique ont été profondément transformés par une logique de valorisation intensive des données personnelles disponibles. Il y a à la fois un ciblage publicitaire fin des consommateurs et aussi un développement de services qui se base vraiment sur la personnalisation qui dérive des usages multiples de ces données. En termes sociétaux et culturels, donc on est passé d'une informatique plutôt fixe de bureau à vraiment une véritable explosion des usages mobiles d'Internet. Voilà, pour de nombreuses personnes sur cette terre, le mobile a été vraiment le premier accès à l'Internet. Les phases d'avant n'ont pas été connues, vraiment. Il y a différents supports. Voilà, on jongle en général, chacun d'entre nous comme individu gère différents supports pour nos pratiques numériques et notre présence sur Internet. Il y a une multiplication des pratiques de partage de l'information, des expressions, des opinions et aussi nombre de publications de documents personnels sur des plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux. Tout le monde est toujours content sur Zoom, je m'en réjouis. Donc, il y a bien sûr cette omniprésence des données personnelles que j'ai rapidement évoquées tout à l'heure. Donc, ces données sont de plusieurs types. Il y a des données qui sont explicitement censées être publiques depuis leur création, d'autres qui doivent être privées, des autres qui sont explicitement destinées à des usages professionnels. Et en général, chaque individu est vraiment au centre d'un réseau plutôt complexe et pas entièrement déchiffrable pour lui ou elle dans certains contextes, d'informations personnelles qui sont relayées par des objets qui communiquent de plus en plus de façon autonome entre eux aussi. Et donc, cette sorte de mise en données du monde devient de plus en plus un facteur environnemental pour nous. Voilà, on a parlé de la pervasivité presque. Voilà, c'est un mot qui n'existait pas en français avant pour désigner l'omniprésence de ces données. On a commencé désormais à l'utiliser. Et donc, sous l'effet de ces nouveaux comportements et usages et des nouvelles technologies qui sont en constante évolution et les modèles d'affaires des acteurs du numérique qui le sont aussi, il se passe quelque chose de très important, je crois, pour ces journées d'études, c'est-à-dire que la frontière entre la vie privée et la vie publique de chaque individu ou des groupes dans lesquels il s'insère est aujourd'hui beaucoup moins clairement identifiée. Et donc, voilà, cette frontière entre public et privé est de plus en plus floue. Et donc, ce qui est important à retenir aussi, c'est qu'elle dépend de plus en plus des contextes dans lesquels on se trouve selon nos actions. Et donc, lié à ce phénomène, il y a ce que Susan Barnes a appelé, il y a désormais quelques années, dans un papier qui a fait école, le privacy paradox, paradoxe de la vie privée, c'est-à-dire le phénomène selon lequel, dans un environnement numérique qui est quand même propice à se mettre en scène de différentes façons, s'exposer, avoir des publicisations de soi-même de différentes façons, les individus tendent à exposer une partie de leur vie privée en contrepartie, un échange de services ou d'avantages. Et par ailleurs, il y a très souvent un discours assez important, intéressant, qui est celui « on ne veut pas pour autant renoncer, dans certains contextes, à un niveau assez haut de protection et de maîtrise sur nos données personnelles, dans la conviction que si elles sont utilisées de façon appropriée, les technologies numériques participent quand même à une construction positive de notre personnalité, de notre valorisation sociale et professionnelle. Donc, le point central de cette nouvelle configuration de la vie privée semble être ça, c'est ce concept de maîtrise, et j'y reviendrai dans la partie finale de l'exposé.
Donc voilà, les données personnelles ont vraiment une valeur très, très variable selon les individus d'ailleurs. Il y a eu un certain nombre d'études en psychologie, en économie comportementale notamment et en sociologie, qui ont cherché à montrer voilà, cette valeur très variable et très dépendante des différents contextes sociétaux, culturels, géographiques, et aussi du rationnel ou du moins rationnel qu'il y a dans cette attribution de valeur à nos données personnelles. Et voilà, par exemple, Alessandra Quisti et son équipe il y a quelques années, ont montré que pour une majorité de l'échantillon de personnes qu'il avait interrogé, une différence de $2 sur une carte d'achat pouvait sembler suffisant à ces personnes pour compenser une perte d'anonymat. Et une autre étude, encore un peu antécédente, a montré que les consommateurs qui bénéficient de mécanismes de contrôle de leurs données se montrent plus enclins à communiquer de données personnelles sensibles parce qu'ils perçoivent que leurs moyens de contrôle sont développés de façon assez fine, etc. Donc, ils perçoivent qu'ils ont une maîtrise. Et donc, ça peut avoir lieu, voilà, comme conséquence, ça peut donner lieu à une diminution du niveau de vigilance. Et donc, voilà, il y a eu toutes sortes de mèmes et de réélaborations sympathiques qui ont eu lieu sur ce fait que voilà, personne ne lit les conditions d'utilisation ou que voilà, pour certains, ce qu'il peut y avoir écrit un petit OneNote de bas de page dans ces conditions d'utilisation est relativement voilà, peu important. Adam and Eve were the first people to not read the Apple terms and conditions. Voilà. et toutes sortes d'autres choses. Voilà. Donc, dans une étude de 2013, Frédéric Borghezis demandait si quelqu'un parmi ses lecteurs avait déjà cédé son âme pour l'éternité à un fournisseur de services, parce que c'est ce qui est sorti de son étude, voilà, que le niveau de lecture n'avait pas été poussé jusque-là pour comprendre ce qu'il venait de signer. Donc, voilà, il y a donc de plus en plus cette idée que la vie privée serait plutôt à s'apparenter. C'est ce que Antonio Casilli avait évoqué dans un rapport pour le Conseil d'État il y a quelques années, que la vie privée serait plutôt apparentée à une négociation collective de la projection de soi, qui est résumée de façon assez claire, je trouve, par ce schéma, c'est-à-dire ça rend compte à la fois des différents contextes, des implications que l'exposition de certaines données personnelles ont dans ces contextes pour des choses très concrètes. Par exemple, qui a accès à notre numéro de compte en banque, qui a accès à notre chiffre de groupe sanguin, qui a accès à notre voilà, au fait qu'on soit marié ou pas, etc. Donc voilà, selon tous ces contextes, il est même opportun de dévoiler certaines de ces données personnelles et tout à fait non opportun d'en dévoiler d'autres. Donc voilà, là est tout le défi. Quels sont les outils qui peuvent nous permettre de faire ça de façon transparente et maîtrisée? Donc, bien sûr, tout ça est compliqué par le fait que voilà, ces pratiques de collecte voilà, qui ont été aussi résumées par cette formule des 3V, donc le volume, la variété et la vélocité des manipulations dont elles font l'objet, est vraiment partout, est soutenue par le fait que, par exemple, si on entre dans une relation avec une plateforme numérique en signant ces conditions d'utilisation, on peut être amené à devoir reconfigurer tout ça si cette plateforme est achetée par une autre plateforme. On a vu l'achat d'Instagram par Facebook et voilà, toutes sortes d'autres jeux de cette nature à laquelle la Silicon Valley se livre allègrement. Et du coup, tout ça est aussi à relier à cette question de la gouvernementalité algorithmique, c'est-à-dire du fait qu'il y a des grandes possibilités de stockage, des grandes possibilités d'analyse et une grande masse de données. Il y a des systèmes de détection, de classification et aussi d'évaluation par anticipation des comportements humains qui ont lieu et qu'on doit garder à l'esprit.
Et donc, la donnée personnelle elle-même change avec le big data. Voilà, on a pu considérer information personnelle classique pendant très longtemps des informations voilà, comme notre nom, notre prénom, notre âge, etc. Du coup, il y a de plus en plus de données personnelles qui sont moins évidentes aussi parce que voilà, elles servent à faire marcher les couches basses de l'Internet, notamment, elles servent à faire marcher certains bouts d'infrastructures, mais qui n'en sont pas moins des données personnelles et qui, notamment si agrégées à d'autres données plus en clair, exposées plus en clair, elles peuvent dire sur nous beaucoup plus de choses qu'on aurait pu le penser. Voilà, si on les considère de façon isolée, notamment notre adresse IP, par exemple. Voilà. En soi, ça ne dit pas grand-chose de exactement qui est derrière l'écran, mais elle peut être combinée avec toutes sortes d'autres données pour en savoir bien plus. Et donc, l'idée, c'est d'adapter la privacy, la vie privée aux usages récents. Admettre que voilà, si l'ère numérique n'est pas exactement quelque chose de radicalement différent, et il y a beaucoup plus de continuité, notamment en termes du droit, voilà, il n'est pas nécessaire de réinventer la roue. Par contre, il faut bien reconnaître que la plupart des instruments juridiques et non juridiques qui servent à protéger la vie privée ont été conçus à une époque où les techniques de collecte et d'exploitation qui sont à la disposition des acteurs, non seulement publics, mais aussi privés, n'étaient pas aussi nombreuses et aussi perfectionnées, aussi variées qu'aujourd'hui. Et par ailleurs, donc les usagers des réseaux numériques formulent aussi de nouvelles exigences qui sont parfois contradictoires. Ils souhaitent à la fois davantage de protection, mais aussi une plus grande autonomie dans la gestion et dans la maîtrise de leurs données. Donc voilà, il y aura sans doute, je pense que Madame Denis en a déjà dit, donc je vais être vraiment très rapide là-dessus, mais voilà, donc l'idée du règlement général sur la protection des données était vraiment cette idée-là, c'était de dire pendant très longtemps, voilà, la directive de 95 a bien marché, il y a des prédécesseurs qui peuvent nous être utiles et sur lesquels il faut s'appuyer, mais avec le RGPD, il faut vraiment prendre en compte ces nouveaux usages. Et normalement, par exemple, un des grands changements qui a été fait avec le RGPD, c'est la question de la portabilité des données. Ça, par exemple, ça va vraiment dans le sens de faire en sorte que les usagers ne soient pas renfermés dans des silos. Voilà, par exemple, la suite des fameuses fusions et des reconfigurations des plateformes, ils souhaitent quitter une plateforme pour une autre. Il ne faut pas qu'ils aient trop de bâtons dans les roues. Voilà, donc ça, c'est juste un exemple de à quoi est servi le RGPD, ce n'est pas la seule chose. Et voilà, donc du coup, Madame Denis a sans doute déjà parlé de la CNIL, donc je vais m'arrêter là aussi parce qu'il y a un panel très intéressant qui suit. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Sophie GL et à tous les organisateurs, organisatrices de ces deux journées d'études. Donc, à la suite de la présentation par Francesca Musiani, notre table ronde qui s'intitule Privacy, responsabilité individuelle ou responsabilité collective, porte sur un sujet qui est très souvent discuté dans la réflexion sur la protection des données à caractère personnel. C'est cette tension entre des aspects individuels et des aspects collectifs de cette protection des données et de la vie. Le consentement de l'individu est une clé de voûte du droit à l'autodétermination informationnelle, consacré par une décision en 1983 du tribunal constitutionnel fédéral d'Allemagne de l'Ouest et arrivé en droit français par la loi pour une république numérique de 2016. Déjà avant 2016, le consentement était le premier des critères de licéité du droit de la protection des données, donc le premier dans l'ordre chronologique et peut-être le premier aussi dans l'ordre, on va dire, symbolique, le seul qui soit cité par l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur le droit à la protection des données personnelles. Or, donc, il est défini comme une manifestation de la libre volonté de l'individu, en théorie, et la question est de savoir notamment ce qu'il en est en pratique. Quelle est la marge de manœuvre réelle de l'individu, surtout si cet individu, par exemple, est mineur. Est-ce raisonnable de faire peser sur ses épaules la responsabilité de la gestion de ces données à caractère personnel? Nombreux sont celles et ceux qui critiquent le droit à la protection des données à caractère personnel,
qui est, en l'état actuel du droit, le fruit d'une conception libérale de la vie privée, comme étant trop individuelle, voire individualiste, là où les enjeux seraient, selon ces auteurs et ces recherches critiques, également, voire parfois avant tout, collectifs. Alors, pour en parler, nous avons autour de notre table ronde linéaire Gloria González-Fuster, qui est professeure de recherche à la Freie Universität de Bruxelles, co-directrice du laboratoire Law, Science, Technology and Society, et à de nombreuses autres casquettes que vous avez. J'ai limité à chaque fois à deux titres et deux fonctions la présentation de chaque panéliste. Ensuite, Agnès Granchet, qui est maîtresse de conférence à l'Institut français de presse de l'Université Paris 2, Panthéon-Assas, qui est... Hein, on dit plus de... Il n'a plus de deux, j'ai appris ça avec, en imprimant la couverture de mon HDR. Bon, bah, pardon, là-dedans, ici, voilà, c'est ici. Ça, au moins, je ne prends pas de risque. Voilà, et chercheuse au Charisme, qui est quand même un des meilleurs noms de laboratoire, il faut le dire, le Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur pour les autres. Voilà, c'est un laboratoire très charismatique. Ensuite, Jean-Marc Meunier et Valentina Dimitrova. Donc Jean-Marc Meunier, qui est maître de conférence en psychologie cognitive au sein du laboratoire Paragraphe de l'Université Paris, qui est encore 8. Oui. Voilà. Donc Valentina Dimitrova, maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lyon 3. Toujours 3. Et chercheuse au laboratoire ELIPO. Et voilà, donc je pense que dans l'ordre du programme, mais on peut changer l'ordre si vous le souhaitez, d'abord Gloria. Donc je te donne la parole pour 10 minutes et je serai embêtant avec le temps des circonstances, mais c'est pour laisser du temps à la discussion. Oui. Alors, il y a une caméra et ça c'est le micro. Et je suppose qu'on m'entend. Est-ce que vous m'entendez là-bas? Plus ou moins? Oui. Ok, donc bonjour à tout le monde, je suis Gloria González-Fuster et je voulais commencer avec une blague qu'en général personne ne comprend, mais je me dis peut-être que vous allez comprendre. C'est une blague, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est un enfant, c'est le fils d'un expert de protection des données personnelles à Bruxelles, et il y avait une fête pour je sais pas quoi, et donc il devait parler. Il a dit, je vais vous parler de mon père m'a laissé récemment créer un compte Instagram, après des années de négociations, mais il m'a dit, tu peux le faire, mais dans les conditions que je vais t'expliquer, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela, tu peux pas faire cela. Il a dit, mais non, je suis très content parce que j'ai un compte sur Instagram où il y a un post, et le post, c'est une photo d'un chien, et indiqué un chien. Donc, c'est une blague pour les experts de protection des données personnelles, vous comprenez? Je vois déjà, ça fait rigoler certains, pas d'autres. Mais donc, c'est un peu l'esprit de ce genre de discussion. On peut faire des choses, on laisse faire des choses aux enfants, mais pas tout. Et donc, est-ce qu'on fait ça bien ou pas? Moi, personnellement, je travaille à la faculté de droit, en protection des données personnelles, dans beaucoup de dimensions. Et j'avais été, il y a quelques années, j'ai regardé, c'était déjà en 2014, j'avais fait partie d'un projet spécifiquement sur la protection des données et les mineurs. Et c'était sur la sensibilisation des enfants et des jeunes de 0 à 18. C'était assez difficile. Et c'était nous, avec des CNIL, la CNIL hongroise, la CNIL de Slovénie et celle de Pologne. Et on avait travaillé pour donner des outils aux professeurs pour pouvoir expliquer des choses aux enfants. C'était vraiment très, très intéressant pour moi. J'avais appris beaucoup de choses, et notamment 2 choses que j'ai entendu, que tout le monde sait déjà ici, vous savez, mais je vais quand même dire ce que moi j'avais appris. D'abord, que tout le monde est d'accord sur le fait que le droit des enfants, c'est très, très important. Les droits des enfants sont très, très importants, et spécifiquement le droit à la vie privée et le droit à la protection des données personnelles des enfants, c'est très important. Les parents sont d'accord, les écoles sont d'accord, les autorités publiques sont d'accord. Ça vous fait pas rire, mais c'est comme ça, j'avais appris. Quand on leur disait, on fait un projet sur la protection des données des enfants, tout le monde disait génial, génial, super, jusqu'à un certain moment. Ah, parce que là, ça se compliquait. Donc, tout le monde était d'accord au début, mais après, à un certain moment, tout le monde décrochait. Et ça dépendait du moment, mais effectivement, les parents parfois disaient, ah oui, super, la vie privée des enfants. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas leur coller des trucs sur eux pour les tracer quand ils bougent? Ça, on est moins d'accord. Non, les écoles aussi disaient super, la protection des données personnelles. Mais non, on doit expliquer aux enfants ce qu'on fait avec leurs données. Ça, c'est moins chouette. Et comme ça, donc, mais les autorités publiques aussi, parfois, disaient ouf, donc on ne peut pas savoir qui est à risque, qui n'est pas à risque. Et là, tout de suite, ils disaient,
peut-être qu'on est, on est pour, il faut effectivement réconcilier ce droit avec d'autres choses. Et pour moi, c'était important parce qu'en fait, à cause de ça, je me suis rendu compte qu'effectivement, la façon dont on enseignait ces droits aux enfants était quand même spéciale. On n'enseignait pas les droits parce que ces droits sont importants en général. On leur expliquait parce qu'on disait ça nous arrange bien qu'ils sachent qu'ils ont ces droits pour les protéger, justement. Donc, on leur disait ne donne pas ton numéro de téléphone parce que tu as un droit à la vie privée, mais surtout parce que comme ça, personne ne va t'appeler. Donc, il y avait une façon utile pour nous de leur expliquer une certaine partie de l'histoire, de pourquoi c'est important, mais on n'expliquait pas tout, on n'expliquait pas que c'est important pour d'autres raisons. Et le droit à la protection des données personnelles, à la vie privée, c'est important pour nous protéger nous-mêmes, oui, mais en général, c'est important pour la société. Et ça, pour moi, c'est très important. Je m'intéresse surtout à la protection des données personnelles comme droit fondamental. C'est un droit fondamental au niveau de l'Union européenne. Et pourquoi c'est un droit fondamental? Pas parce que ça empêche quelqu'un de me téléphoner, mais parce qu'on considère que c'est très important pour la société, pour la démocratie, pour avoir une société. Et c'est utile d'avoir une démocratie, mais c'est pour avoir cette démocratie saine qu'on a ces droits fondamentaux, qu'on essaie de protéger plus que d'autres privilèges, plus que d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on doit y tenir à ces droits. On n'expliquait pas vraiment tout ça quand on allait dans les écoles. On expliquait le droit à la protection personnelle comme idée de sécurité, protège-toi toi-même, montre que des photos de ton chien, etc. etc. Et donc, je me disais, c'est bien, c'est peut-être raisonnable parce que c'est des enfants. Effectivement, on ne va peut-être pas tout expliquer. Donc, ça va un peu simplifier pour les enfants, peut-être, quoique je pense que c'est quand même bien de leur donner un sentiment, une idée de que c'est important en général. Mais alors, le problème, c'est qu'au-delà des enfants, il y a quand même des adultes qui vraiment croient ou ne voient pas cette autre dimension de droit fondamental, d'importance pour la société, et qui restent un peu, je pense, ils ratent cette vision et ils restent toujours à penser qu'on protège la vie privée parce que c'est bien pour moi. Et ce n'est pas du tout ça. Donc, ça, je laisse les enfants brièvement et je passe aux adultes. Les adultes, pourquoi est-ce que des adultes sont encore dans cette confusion parce que c'est vrai que dans beaucoup de cas, ça revient souvent, le droit à la protection des données personnelles, un droit individualiste dans un sens péjoratif. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Et j'ai plusieurs idées sur ça. Et je pense que c'est une idée qui est essentiellement fausse, l'idée de dire que c'est des droits essentiellement individualistes dans un sens péjoratif. Il y a certainement une dimension individuelle, mais je ne l'ai pas, il n'y a pas que ça. Et ça, c'est très clair quand on regarde l'histoire de la protection des données personnelles, l'histoire de la vie privée, et surtout quand on regarde l'histoire en Europe, donc pas spécialement tout ce qui a été écrit aux États-Unis, mais vraiment en Europe. Par exemple, ici en France, vous avez une longue histoire de défense de la vie privée, de la protection des données personnelles. Et je lisais l'autre jour André Vitalis, un livre de 88, où justement il y a tout un chapitre qui s'appelle « Le dépassement de l'approche individualiste ». Et dans ce chapitre, le dépassement de l'approche individualiste, ce n'est pas qu'il dit qu'il faut dépasser l'approche individualiste, il dit depuis 10 ans, on dépasse l'approche individualiste avec la loi informatique et liberté, avec cette idée qu'effectivement, c'est bien de protéger l'individu, c'est très important, mais il n'y a pas que ça. Et donc l'enjeu n'est pas qu'individualiste et la réponse ne peut pas être individualiste, basée sur l'individu. Il faut des CNIL et c'est pour ça, depuis les années 70, vous m'excusez de venir de Bruxelles, qu'on défend cette idée, il y a un dépassement de l'approche individualiste. Et la France, d'ailleurs, est assez connue pour ça parce que au niveau surtout de la pensée américaine, il y a cette emphase sur la notion de vie privée. Et si en France, depuis le début, c'était clair que c'était quelque chose l'informatique et la liberté, ça a un rapport avec la vie privée, mais pas que la vie privée. Il y a aussi cette dimension de liberté qui est donc plus large. Donc ça, c'est très clair en France, c'est très clair aussi en Allemagne. Et en Allemagne, il y a tout aussi une partie historique très, très intéressante. Et là, quand on voit les gens qui ont commencé à écrire sur ça dans les années 70 à nouveau, c'était souvent des sociologues. Il y a ce mot de contexte qui est venu. Il y a des gens qui réinventent tout le temps cette idée, ah oui, c'est les données, c'est le contexte. Il y a Nissenbaum, contextual integrity, blablabla, mais ça, c'est très clair dans les années 70, sauf que c'est des textes qui sont écrits en allemand majoritairement. Et là, en 10 secondes, je pense que certains d'entre vous sont sociologues, donc vous connaissez tout ça, mais il y a cette sociologie des systèmes. Vous connaissez tout ça, je vais vous résumer la sociologie des systèmes en 10 secondes. Alors, la sociologie des systèmes, c'est cette idée comme quoi on explique la société, les individus,
pas en regardant à l'intérieur de l'individu ce qui nous rend spécifique à nous, mais surtout en regardant les rapports entre les gens. Et donc, quelque part, l'individu, c'est pas qu'on n'y croit pas, mais on ne s'intéresse pas tellement à l'individu en tant qu'individu spécial. Qu'est-ce que fait de Julien ce Julien-ci? On s'intéresse à Julien, les rapports qu'il a avec son employeur, avec la ville, avec beaucoup de choses. Et donc, on se dit, ça fait partie de l'identité de Julien, pas spécialement ce qu'il est à l'intérieur, mais ces séries de rapports, et on peut connaître Julien, définir Julien à travers ces rapports, et on peut contrôler Julien avec en sachant ces rapports. Et c'est à cause de ça que dans les années 70, en Allemagne, on a commencé à développer cette idée, il nous faut une protection des données personnelles, et de protéger ces données qui ne sont pas des données sur des choses très intimes, ce sont des données neutres, qui ont l'air pas intéressantes, mais parce que ces données permettent de contrôler les individus et de contrôler la société. Donc, ça vient vraiment des années 70, sauf qu'on oublie tout ça et on se retrouve jour après jour avec des gens qui disent « oui, la vie privée, c'est qu'individualiste, il faut dépasser dans ce contexte, blablabla. » Donc, voilà. Message 1, revenons à l'histoire, c'est très, très, très important. Non, il n'y a pas que ça, je pense, qui pousse, il n'y a pas que l'ignorance de l'histoire qui pousse les gens à critiquer la protection des données personnelles, il y a beaucoup plus. Je ne sais pas combien de minutes il me reste, mais brièvement, ce qui est pour moi amusant, parce que donc, comme je travaille dans la protection des données personnelles, régulièrement, je rencontre des gens qui sont contre le RGPD, etc., etc. Et ce qui me frappe toujours, c'est qu'en fait, on voit des gens qui sont contre de tous les côtés du spectre politique, de pensée. C'est pas grave, vous pouvez être très de gauche, très de droite, vous serez contre le RGPD, au milieu, vous serez contre le RGPD. Mais souvent, c'est axé sur cette idée, effectivement, comme quoi c'est individualiste, il faut penser collectif. Donc, plutôt à gauche, il y a cette idée comme quoi c'est effectivement un droit libéral, il nous faut de la justice sociale et qu'apparemment, il nous faudrait la justice sociale en sacrifiant la vie privée, ce qui est fou. Et j'ai passé beaucoup d'heures dans des workshops féministes où on m'a dit, oui, oublie, laisse tomber la vie privée, ce qui nous intéresse, il faut aller au-delà, penser à autre chose. Maintenant, depuis quelques semaines, oublie la vie privée, merci, si on raconte, si on oublie la vie privée, on est quand même mal, donc il faut avoir la justice sociale, oui, mais la vie privée aussi. Donc ça, c'est un problème. Et puis, il y a l'autre problème tout à fait, quelque part à l'opposé, qui dit l'individualisme, c'est pas bien, parce que ce qu'il nous faut, c'est le bien commun. Et il nous faut traiter des données, collecter des données pour le bien commun. Et dans la mesure où les droits à la vie privée nous empêchent de collecter des données, de traiter des données, on ne fait pas dans le bien commun, on ne fait pas donc cette collecte massive, le big data, c'est pour le bien commun, et tout ce qui va à l'encontre de ça, c'est pas bien. Il y a vraiment, ça s'est expliqué surtout dans Shoshana. Je te demande de conclure. Oui, je vais conclure. Je pourrais te poser des questions pour relancer tout à l'heure. Très bien. Et donc, si vous avez lu le livre de Shoshana Zuboff sur le capitalisme de la surveillance, je pense que c'est très rare que les gens soient arrivés au chapitre 15. Mais moi, je suis arrivé au chapitre 15 parce que j'ai sauté une partie. Mais donc, sauter cette partie, arriver au chapitre 15, et là, c'est expliquer cette idée de collectif comme quelque chose de supérieur à l'individu. Donc, en bref, quel est mon avis sur tout ça? Moi, je pense que vraiment, il n'y a pas de contradiction. C'est pas logique d'essayer d'opposer l'individuel et le collectif par rapport à la vie privée. Il nous faut tous les deux. Parfois, on essaie de vendre le côté dimension collective de RGPD en minimisant la protection individuelle. Je pense que c'est se tromper. Il nous faut vraiment les deux et on essaie d'obtenir les deux avec le droit. Merci. Merci beaucoup. Agnès Blanchet. Ah, tu me pousses. Je ne sais pas ce qu'il y a, le micro est là. Je ne sais pas. Peut-être ça. Le président a réfléchi, c'est super. Alors, c'est cool, c'est comme j'ai que 10 minutes et que beaucoup de choses ont été dites, je voulais vous soulever quelques difficultés d'application concrète de la protection des données personnelles des mineurs. Je ne vais pas donc… alors, Madame Denis, tout à l'heure, nous a dit « ouais, le RGPD, c'est super, ça introduit des droits pour les mineurs. » Alors, je vais faire figure de rabat-joie. Donc, effectivement, elle nous en a cité 4. Je vais insister particulièrement sur le consentement, sur le droit à l'information et sur le droit à l'effacement. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais insister particulièrement sur ces trois-là. Alors, le consentement, le RGPD et la loi de 78 par ricochet admet qu'un mineur puisse consentir librement, enfin, seul, à partir de 16 ans dans le RGPD, à partir de 15 ans dans la loi française, mais
c'est en ce qui concerne les services de la société de l'information. Première observation. Et ça c'est quoi, selon la directive 2015, tout service presté normalement contre rémunération à distance par voie électronique à la demande individuelle d'un destinataire de service. Donc d'accord, ça comprend les réseaux sociaux numériques, les applications mobiles et les services web. Le problème, c'est que dans cet article 8 du RGPD, il y a un paragraphe qui dit que cette capacité de consentir à partir de 15 ou 16 ans ne porte pas atteinte au droit des contrats. Et en droit civil, la majorité, elle est à 18 ans. Un mineur, il n'a pas la capacité juridique de consentir. Alors, est-ce que s'inscrire sur une plateforme de réseau social, il me semble que c'est un acte contractuel qui donc, comme tel, nécessiterait l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale. On peut quand même, c'est un peu, je crois que la CNIL considère que c'est un acte de la vie courante. J'allais dire hélas, donc l'inscription sur un site de réseau social, sur un site de jeu, etc. Bon, donc ça c'est la première question sur le principe du consentement. La deuxième, c'est sur donc quand on dit la majorité numérique, elle est à 15 ans, c'est pas exact, parce qu'en fait, c'est vraiment pour certains traitements de données à caractère personnel et pas tous. Quant à la mise en œuvre de ce consentement, eh bien, il faut d'abord vérifier l'âge du mineur. Alors, soit on risque d'avoir quelque chose de très intrusif et une collecte encore plus massive de données personnelles, soit ce sera inefficace et les mineurs sauront très bien comment contourner. Bon. Et en même temps que la vérification de l'âge du mineur, il faut vérifier le consentement, dans le cas où le mineur n'a pas 15 ans, le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale. Alors le RGPD nous dit le titulaire de l'autorité parentale, la loi de 78 nous dit le ou les titulaires de l'autorité parentale. Bon, a priori, si on considère que ces actes de la vie courante sont des actes de la vie courante pour le mineur qui a plus de 15 ans, donc qui peut y consentir, on peut considérer que ce sont des actes pour lesquels eh bien, il suffit du consentement d'un des titulaires de l'autorité parentale. Mais c'est ce que pense la CNIL, ça n'a pas été validé éventuellement par les tribunaux. Et puis, il peut arriver que dans les parents d'un enfant, il n'y ait qu'un titulaire de l'autorité parentale. Et comment le responsable de traitement est supposé le savoir? Donc concrètement, a priori, la solution vers laquelle on s'orienterait, ce serait le recours à un tiers de confiance pour éviter que la même personne, en gros, il y en a un qui récupérait telle donnée, un autre les autres. On avait envisagé le SMS aux parents, une plateforme en ligne où chacun pourrait, où le responsable de traitement pourrait aller se renseigner, mais malgré tout, ça fait des traitements de données. Voilà. Donc le principe est beau, le consentement du mineur, l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale en dessous de 15 ans en France, mais concrètement, on vérifie ça comment? Pour l'instant, c'est encore à l'état d'étude. Bon, je passe sur la vigilance renforcée en matière de profilage et en matière d'équilibre des droits entre les intérêts du responsable de traitement et les intérêts du mineur, parce que finalement, qu'est-ce qui fera la balance? C'est un juge, donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'éléments. Le deuxième droit qui, à mon sens, pose question, c'est le droit à l'information adaptée pour les mineurs. Bon, c'est à la fois une condition d'un consentement éclairé et en même temps de la connaissance de ces droits. On a insisté sur l'importance pour les mineurs de connaître leurs droits. Donc, le principe, c'est qu'il faut que, je lis le RGPD, mais peu importe, que le responsable de traitement fournisse d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. Donc, les exigences sont assez importantes. Alors, sur le fondement de ce texte, qui est l'article 12 du RGPD, TikTok a été condamné par l'autorité néerlandaise de protection des données à une amende de 750 000 €. Pourquoi? Parce que ses conditions générales d'utilisation étaient écrites en anglais et non pas en néerlandais. Et donc, il a été considéré que les mineurs ne pouvaient pas faire un choix libre quant à la protection de leurs données. L'autorité néerlandaise a dit on ne
Proposant pas sa déclaration de confidentialité en néerlandais, TikTok n'a pas fourni d'explications adéquates sur la façon dont l'application collecte, traite et utilise les données personnelles. Bon, en même temps, comme l'a rappelé Francesca Musani tout à l'heure, les conditions générales d'utilisation, de toute façon, elles sont complètement obscures et personne ne les lit, et les politiques de confidentialité aussi. Bon, alors moi, le droit à l'information renforcée, je veux bien, je n'ai pas fait de PowerPoint, mais vous êtes tous confrontés aux cookies, donc, puisque maintenant, ils font un consentement explicite par un acte positif clair. C'est l'article 82 de la loi de 78 qui le prévoit. Je signale que la délibération de la CNIL sur les modalités pratiques de refus éventuel ou d'acceptation des cookies nous dit: le responsable de traitement doit offrir aux utilisateurs tant la possibilité d'accepter que de refuser les options de lecture et ou d'écriture de ces cookies avec le même degré de simplicité. Alors, accepter, c'est en rouge. Continuer sans accepter, c'est en bas. Et alors, le mieux maintenant, c'est qu'il y a les cookies, les gâteaux. Donc, évidemment, le mineur, il va. Non. Donc, le droit à l'information renforcée, je demande à voir. Je passe parce que je pense qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. En matière de données médicales, le mineur, bon, c'est en principe les parents qui jouissent du droit d'information, mais le mineur peut s'y opposer si, enfin, c'est une source de conflit. Bon, je passe. Le dernier élément que je voulais évoquer, c'est le droit à l'oubli des mineurs ou le droit à l'effacement, donc qui est accéléré, nous dit-on. En fait, c'est la mise en œuvre du droit de rectification qui est prévu dans le RGPD et dans la loi de 78. Et on nous dit: le responsable de traitement est tenu d'effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées, toujours dans le cadre de l'offre de service de la Société de l'information, lorsque la personne était mineure. Très bien, bonne idée. Sauf qu'on ne sait pas ce que c'est que les meilleurs délais. Bon. Alors quand même, on a appris la loi du 19 octobre 2020 qui encadre l'exploitation commerciale des enfants influenceurs. Alors, sans rapport avec ce sujet-là, nous dit quand même que dans son article 6, que le consentement des titulaires de l'autorité parentale n'est pas requis pour la mise en œuvre du droit à l'effacement. Bonne nouvelle, enfin bonne nouvelle, c'est mine de rien, ça s'est glissé en steak. Et puis, l'article 4 de cette même loi nous dit que les chartes des plateformes de partage vidéo doivent faciliter la mise en œuvre de ce droit, bon, dans le cas notamment des images d'enfants influenceurs. Alors, en conclusion, je dirais que la présidente de la CNIL a insisté sur la nécessité c'est une des 8 recommandations de la CNIL, d'ailleurs, de faciliter, d'encourager les mineurs à exercer leurs droits. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de signaler un spam. Moi, j'ai essayé il n'y a pas longtemps, donc je suis allée sur le site de la CNIL, signaler un spam, et on me renvoie sur le site Signal Spam, où il faut que je crée un compte, etc., et que je remette mon nom, mes coordonnées pour signaler mon spam. Je pense que je ne l'ai évidemment pas fait, parce que j'avais autre chose à faire. Un mineur ne le fera jamais. Voilà. Merci. Je passe la parole à Jean-Marc Pellier et à Valentina Dimitrova. Alors, une dizaine de minutes, peut-être on pourrait passer une ou deux minutes, mais On ne va pas dépasser. On va essayer de... Voilà, on va respecter les délais. Alors, je vais revenir, on vous a fait un petit slide là qu'on vous partage en ligne également, juste pour fixer un petit peu avec quelques visuels. Hop, voilà. On va pouvoir agrandir ça. Peut-être lancer l'affichage. Si je l'écran, ouais. Oui, je sais. Et celui-là. Voilà. Voilà, et donc quelques images pour fixer un peu les esprits et puis illustrer un peu ce qu'on a raconté. Je vais revenir un peu sur le privacy paradoxe qui a été évoqué tout à l'heure en introduction de cette table ronde.
et qui est particulièrement illustratif de la manière dont, en psychosocial notamment, on étudie la question de la représentation de la vie privée. Ça a été effectivement très souligné. En psychosocial, on utilise beaucoup des questionnaires, souvent assez longs, dont les questions sont du type est-ce que vous pensez que le partage de vos vies privées est un problème? Alors, je réponds sur une échelle, peut être des échelles plus ou moins longues, mais on leur pose des questions comme ça. Pour être sûr que les sujets répondent bien à la question, on leur pose 2-3 fois la même question, sous des formes différentes. Et puis on construit comme ça des échelles dont on va essayer de regarder les relations entre ce qu'on appelle des construits en psychologie, c'est-à-dire des attitudes ou des représentations qui sont sous-jacentes aux réponses explicites que le sujet a posées. Et ça a permis de montrer notamment que les sujets manifestent très fortement une inquiétude à l'égard du partage de leur vie privée, mais en même temps sont prêts à partager ces données privées dans un certain nombre de contextes diverses et variés. La littérature est très large et on a pu effectivement remontrer de façon très forte ce phénomène-là. Et donc un certain nombre de travaux ont essayé de définir quels étaient les déterminants de ce privacy paradoxe. Je vous en ai mis là sur cette slide 3 grands, je vais passer très rapidement dessus. L'idée, ce n'est pas de faire une revue complète là-dessus, mais surtout de montrer un petit peu les axes à partir desquels on les étudie. Le premier est une approche plutôt économique, qui relève en fait comment dirais-je, de tout ce qui est psychologie appliquée un peu aux sciences économiques et qui conçoit la réponse à ces questions-là, enfin à cet équilibre, à ce privacy paradoxe, en termes de calcul coût-bénéfice. C'est-à-dire qu'à certains moments, les sujets évalueraient le coût en termes de diffusion des données supérieur ou inférieur aux bénéfices qui pourraient résulter du service auquel ils ont accès en échange de ces données. C'est une conception effectivement très répandue. C'est sans doute la plus répandue et on a un certain nombre de modèles qui essaient de quantifier un petit peu cet équilibre entre ces deux données-là. On a un deuxième modèle qui lui est un petit peu différent, qui repose sur une évaluation du risque et de la confiance qu'on peut accorder à la plateforme, avec l'idée que cette évaluation-là va, pour l'une, porter sur le comportement effectif, notamment le risque, et puis l'autre, la confiance, va porter plutôt sur l'intention. Okay, et donc c'est cet équilibre-là et le fait qu'il y ait cette distinction entre le comportement effectif et l'intention qu'on pourrait avoir en première approche qui va être à l'origine de ce privacy paradoxe. Une explication effectivement intéressante, si tant est que le sujet est à chaque fois l'ensemble des éléments qui lui permettent de faire cette balance-là. On va essayer quand même de montrer que ce n'est pas toujours le cas, c'est même très rarement le cas. Il y a une autre grande approche qui consiste plutôt à se focaliser sur les aspects, sur les processus cognitifs eux-mêmes, en mettant en avant notamment des histoires de biais cognitifs. Toute une liste, on trouve dans la littérature, toute une liste de biais cognitifs qui pourraient être à l'origine de ce privacy paradoxe. Bon, je ne vais pas les détailler là, mais ça fait partie effectivement des explications possibles. À un deuxième niveau, on trouve bien sûr mis en avant, ça avait déjà été évoqué ce matin, le manque de connaissances, qui fait que, parce qu'on n'a pas une connaissance suffisamment importante des enjeux derrière la diffusion de ces données qu'on va être sujet à les donner, à les fournir. Et puis, il y a un troisième niveau d'explication qui est celui des influences sociales, c'est-à-dire la pression en fait de
du groupe social auquel on appartient qui nous invite à nous connecter à une plateforme, à accepter de partager un certain nombre de données dans ce réseau, avec le risque éventuellement que cela déborde. Troisième grande explication de ce privacy paradoxe, c'est l'idée qu'on n'aurait ni plus ni moins affaire qu'à un artefact méthodologique. D'abord parce que les échelles qu'on utilise dans ces contextes-là sont des échelles normalisées et décontextualisées. Quand on pose la question dans un questionnaire à quelqu'un, est-ce que vos données privées sont un sujet important pour vous? Oui. De quelles données on parle? Dans quel contexte on est? Voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire avec ces données? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces données, etc. Ce sont des choses qui comment dire, sont passées sous silence au moment où on pose ce type de questions. Donc, ça renvoie effectivement à un certain nombre de questionnements sur la validité écologique de ces questionnaires. Deuxième grand problème, c'est qu'on a affaire à des construits qui, d'un point de vue cognitif, n'ont absolument rien d'évident. Est-ce qu'on a quelque part en nous une sensibilité particulière au partage des données? Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue psychologique que cette sensibilité au partage des données ou cette inquiétude qu'on pourrait avoir sur ces sujets-là? Donc là, c'est effectivement des sujets qui, comment dirais-je, qui font que ce privacy paradoxe, d'un point de vue simplement psychologique, pose question. Et nous invite, c'est en partie ce qu'on essaie de faire comment dirais-je, dans ce projet-là, à recontextualiser l'étude des représentations de la vie privée, notamment chez les adolescents, mais ça serait applicable à bien d'autres choses. D'abord, d'un point de vue méthodologique, parce que, je l'ai souligné là tout à l'heure, il faut bien préciser ce dont on est en train de parler quand on interroge le sujet. Est-ce que les données privées dont il est question, c'est le numéro de la carte bancaire, c'est le numéro de téléphone? Est-ce que voilà, si on ne commence pas à préciser ça, on a effectivement quelques difficultés. Le deuxième, c'est le type de, la dimension de la vie privée qui est impactée. Est-ce que c'est simplement je maîtrise le périmètre de ceux qui ont accès à mes informations? Est-ce que c'est la représentation de moi-même, c'est-à-dire comment dirais-je, ce que je suis ou ce que je veux montrer aux autres qui est en jeu? Ces questions-là doivent être effectivement précisées. Et puis, plutôt que d'évaluer sur des échelles décontextualisées, l'idée de partir de situations réelles et de situations qui font sens pour les individus paraît effectivement tout à fait essentielle. La deuxième raison qui paraît importante pour remettre en cause un peu cette idée de privacy paradoxe, c'est le processus d'évaluation par les sujets eux-mêmes. Quand on est face à une situation, on a effectivement à concevoir un sujet qui est en train d'évaluer est-ce que je partage ou pas mes données. En fait, cette évaluation-là, elle est faite au cours d'une activité particulière, dont l'objet n'est pas de savoir si on partage ces données ou pas. L'objet de l'activité, c'est communiquer avec quelqu'un, c'est, comment dirais-je, accéder à un service, etc. La question du partage de la vie privée est une question secondaire, dont on peut éventuellement se faire une évaluation. Alors, il faut se la faire par anticipation, parce qu'on ne sait pas encore ce qui va arriver dans l'avenir, ni qui va utiliser ces données. Quand même des questions importantes dans l'évaluation. Et puis, elle dépend aussi beaucoup du temps qu'on a pour le faire, et des connaissances et de l'exigence de compréhension qu'on peut avoir. Et dans la plupart des cas, ça a déjà été souligné, c'est plutôt par omission qu'on va évaluer ça, c'est-à-dire, bon, ce sujet-là, ce n'est pas un sujet pour le moment, on va voir ça plus tard, et puis on accepte de cliquer sur le lien qui nous dit qu'il y a des petits gâteaux qui vont être déposés sur notre ordinateur, et on verra plus tard de quoi il s'agit. Il y a une troisième dimension qui me paraît importante dans ce privacy paradoxe, c'est que le sujet est placé au cœur de la prise de décision.
c'est-à-dire le modèle de responsabilité oriente quasi exclusivement vers le sujet lui-même. Or, on l'a signalé, c'est un système dans lequel le sujet est plongé. Et notre individu, eh bien, il a en face de lui une plateforme, il a en face de lui des utilisateurs de données, parfois sont confondus, mais pas toujours. Okay, et en fait, c'est ces intervenants-là qui dont il doit pouvoir se faire une représentation pour prendre une décision. Parce que s'il n'a pas cette représentation-là, la décision qu'il prend, elle est complètement dénuée de sens. Et donc, il faut effectivement pouvoir donner au sujet une représentation, même à minima, de ce genre de choses. Enfin, elle s'insère dans des interactions avec un certain nombre d'autres individus. Et là, on a des jeux de régulation interpersonnelle qui doivent se mettre en place, dont les questions de droit sont une formalisation de mon point de vue, hein, mais qui déjà existent, y compris d'ailleurs chez les adolescents qu'on a rencontrés. Nous allons l'évoquer de manière très concrète après. Et donc, ça, c'est effectivement des choses qu'il faut prendre en compte et qui, de mon point de vue, et je crois que c'est un point de vue qu'on commence à partager un peu dans le groupe, font que le paradoxe, c'est pas que le sujet donne ses données dans des situations, c'est qu'on puisse lui reprocher qu'il le fasse. C'est ça le paradoxe. Et donc, arriver effectivement à le mettre en position d'avoir une vraie décision éclairée à partir de représentations complètes de la situation, c'est ça l'enjeu. Et c'est la troisième raison qui nous conduit à recontextualiser l'étude des représentations de la privacy. Il va falloir. J'ai consommé tout le temps. On a dépassé un peu, comme on est très en retard, mais j'ai prévu une question qui permettra, je pense, de compléter. Super. Voilà, je suis désolé. Vas-y, ça arrive même au meilleur. Hein. Bon, c'est normal. Allez. Alors, l'idée, moi je vais essayer d'être très courte parce qu'on peut effectivement, voilà, on n'a pas beaucoup de temps, mais l'idée, c'était de vous donner quelques infos sur notre enquête en cours sur la première année et sur les focus group qu'on a conduits, donc d'illustrer le Privacy Paradox avec la parole des jeunes qu'on avait interviewés, surtout sur le terrain lyonnais avec Valentine Favel-Capoyan ici présente. Donc, le premier diapo, ça s'est situé un peu, c'est d'une manière générale tout ce qui a été déjà dit tout à l'heure, mais par rapport à la sociologie des usages et par rapport à des pratiques informationnelles des jeunes qui présentent dans leurs propos, lors des focus group, l'usage des plateformes comme quelque chose d'incontournable qu'on ne peut pas s'en passer. Ils sont là à partir de 12 ou 13 ans. Ils ont plusieurs comptes par personne, qui vont du privé au public en passant par des comptes masqués, comptes professionnels. Donc, on peut revenir dans la phase de discussion. Je peux vous donner des exemples pour illustrer cette variété d'identités numériques en ligne assumées et bien contrôlées, qui leur semblent être contrôlées. Puis, avec des activités qui sont très variées et diverses, qui vont de la publication, effectivement, des contenus, mais aussi partage, like, commentaires, etc., avec une forte présence de contenus visuels. Donc, c'est l'image qui est la principale source de contenus qui sont publiés par les jeunes. Donc, par rapport à la thématique de cette plateforme, on a identifié 4 éléments qui peuvent permettre la discussion. C'est la question d'une certaine impuissance face aux plateformes qui relève dans les discours des jeunes, aussi bien dans les lycées, dans le lycée plus favorisé, comme le lycée Descartes, situé dans une partie de la ville favorisée, et puis le lycée professionnel Lamarck qui a un public très défavorisé, c'est un public souvent allophone, des élèves qui sont arrivés en France depuis quelques années, 3 ou 5 ans, et qui souvent sont aussi dans des situations familiales complexes, familles monoparentales ou même orphelins. Donc, ce qui fait qu'il y a une absence aussi de médiation parentale pour tout ce qui relève du numérique et pas forcément uniquement du numérique. Donc, la question, voilà, je pense que la citation, peut-être vous avez eu le temps de les parcourir, celle qui est peut-être la plus courte mais frappante, c'est que les jeunes disent qu'ils pensent
avoir les droits donc de demander des comptes à des plateformes, mais qu'ils n'ont pas le pouvoir. Donc voilà, je pense que ça illustre une asymétrie qui est perceptible aussi dans d'autres discours. Il va vraiment falloir conclure, je suis désolée. Une responsabilité individuelle assumée, donc on revient dans la discussion là-dessus. Responsabilité individuelle assumée par rapport donc l'approche individualiste qu'on avait eue tout à l'heure. Donc effectivement, celui qui publie, il est responsable. Donc si on publie, on est responsable. C'est nous qui devons assumer donc les conséquences de ce qu'on fait sur les plateformes. Aussi bien avec des différentes conséquences que ça peut arriver dans la vie future. Donc, il y a des projections qui viennent peut-être des parents ou des accompagnateurs qui leur disent « attention parce que ça va vous nuire après ». Avec des différentes stratégies de contrôle de la vie privée qui vont donc de tout ce qui a été cité tout à l'heure dans le propos par le CNIL et défenseurs de droits, donc l'usage des pseudos et des avatars par exemple pour empêcher de retrouver le profil, des installations de Google, l'usage de Tor ou de VPN pour empêcher la collecte de traces de navigation, définition de ce qu'on peut voir, ce qu'on ne peut pas voir, donc paramétrage du compte, restriction, tout le monde l'utilise. Et puis, le contrôle des circulations des contenus publiés, donc avec des différents niveaux de privacy en fonction donc aussi du paramétrage du compte. Donc, dernier élément, vraiment pour conclure, c'est effectivement que c'est le cadre privatif qu'on a observé dans des focus group. Il est structuré par des situations de communication. Donc, et c'est ça qui renvoie à une dimension très importante, c'est la prise en compte de la dimension symbolique et interpersonnelle de la vie privée sur ces plateformes. Avec deux premiers points, c'est plutôt le rapport d'étonnement en fait, ou des choses qu'on doit creuser ici, parce qu'il y a quelque chose qui relève d'une croyance, d'une confiance dans les contenus éphémères, puisque les stories ne durent que 24 heures. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas grave, en fait. Et donc, c'est quelque chose qui est très récurrent dans les propos des jeunes. Enfin, c'est l'ordre de croyance. Et puis, une croyance dans le fait que du moment où on est des citoyens lambda, des simples jeunes d'un quartier ou d'un autre, on ne craigne rien parce que notre vie n'a pas d'intérêt, notre vie personnelle n'a pas d'intérêt pour les autres. Donc, il y aura peu de gens qui pourront nous nuire. Et donc, c'est différent parce qu'on n'est pas des influenceurs. Si on était des influenceurs, on aurait peut-être agi différemment. Je me permets d'insister, mais… Je conclus. Merci pour votre attention. Et puis, nous sommes à 18 minutes et… on a mal compris les consignes, en fait, peut-être aussi, parce que nous, on s'est dit, voilà, on sait qu'on était 10. On était 2. Donc, voilà, c'était… Oui, mais je… Ok. Bien, mais… Merci. Je suis désolé d'avoir dit, parce que surtout à la fin, on est arrivé sur un point il faut laisser un peu de temps pour les questions. Mais on a heureusement des questions qui, je pense, nous permettront de creuser et à nous, surtout, d'en savoir plus, puisque c'est pour ça aussi qu'on est là. Alors, pour ce que je vais vous proposer, peut-être que tu vas partir dans 10 minutes. Peut-être, je vous propose, avant de rebondir sur un certain nombre de choses qui ont été dites et de vous poser quelques questions et de voir aussi si vous avez des questions que vous souhaitez vous poser les uns aux autres, de commencer, comme on a commencé par une keynote, de demander s'il y a d'abord des questions qui sont dirigées prioritairement à Francesca, qui malheureusement doit nous quitter pour des impératifs avant la fin de la table ronde. C'est aussi pour ça que je vais accélérer un peu. Donc voilà, je sais. Moi, j'en ai, mais je ne sais pas si d'abord dans le public, il y a des questions qui s'adressent prioritairement à Francesca. C'est pas prioritairement, mais en fait, j'ai trouvé passionnant cette table ronde plus la keynote. Donc en fait, depuis ce matin, les propos introductifs, notamment de la présidente de la CNIL, je suis particulièrement interpellée par ce qu'elle a dit sur un point précis et qui m'intéresse moi particulièrement, mais voilà, dans mes propres recherches, mais c'est l'injonction ou la recommandation utiliser un pseudonyme. Et en fait, j'aimerais bien avoir un peu vos réactions, les roulis, mais aussi de la table ronde, sur cette injonction que je trouve très paradoxale. Alors, je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais je peux effectivement dire quelque chose là-dessus. C'est ce qui me donne d'ailleurs l'occasion d'introduire aussi une de mes recherches sur la vie privée de la vie privée qui porte sur les messageries sécurisées.
de bout en bout. Je viens de sortir un livre en anglais. Et alors, cette question du pseudonyme, je pense que là aussi, il y a des scénarios où c'est opportun et des scénarios où ce n'est pas opportun. C'est-à-dire que dans certains cas, le pseudonymat, voire l'anonymat radical est nécessaire. On l'a pas mal vu dans certains des terrains qu'on a fait par rapport aux messageries chiffrées, où justement il y a certaines communautés, par exemple, où le rapport entre des journalistes, leurs sources, ou des activistes qui doivent échanger voilà, dans des contextes compliqués comme peut l'être celui du conflit russo-ukrainien maintenant, etc., où vraiment le fait de ne pas projeter une image de soi qu'on peut réduire à une carte d'identité, en fait, peut vraiment sauver la vie ou empêcher qu'on se fasse voilà, enfoncer la porte de son appart et qu'on amène nos dispositifs électroniques, trucs comme ça. Voilà, donc il y a des cas où c'est une bonne idée. Il y a d'autres cas où c'est, je pense, moins approprié. Je ne sais pas si Madame Denis était en train de l'énoncer comme principe voilà, souhaitable dans l'ensemble, mais voilà, ça, je serais plutôt voilà, incline à le nuancer. Voilà, c'est là aussi le fait de négocier l'image qu'on veut projeter de soi, et surtout avoir une idée de ça, c'est une notion qui est très présente dans les discussions sur le chiffrement, avoir une idée assez précise de qui on veut se protéger, qui est notre éventuel adversaire, ou au moins voilà, la personne dont on veut cacher des choses et en montrer d'autres, est vraiment très importante quand on prend une décision d'agir sous pseudonymat ou sous anonymat. En tout cas, des contextes où on chercherait par la technique à éviter complètement le pseudonymat, l'anonymat peut être vraiment dangereux dans certains contextes, comme le montrent voilà, voilà, notamment des contextes nationaux comme la Russie, sur lequel je travaille plus spécifiquement dernièrement. Quelqu'un d'autre souhaite réagir à cette question? Oui, juste pour dire que dans la pratique, effectivement, ça dépend. Dans des cas, on n'a pas le choix. Il y a ce fameux cas de Facebook où, selon Facebook, on ne peut pas utiliser un pseudonyme. Et donc, je peux parler, parce qu'on parlait des droits subjectifs. Moi, j'ai toujours refusé d'avoir un compte sur Facebook, mais il semblerait qu'un jour, j'ai créé un compte sur Facebook. Apparemment, parfois, on boit trop, je ne sais pas ce qui m'arrivait. J'ai créé un compte sur Facebook il y a très, très longtemps. Donc, et depuis des années, j'essaie de l'effacer. On a droit à l'effacement. Et Facebook refuse de me laisser utiliser mon droit à l'effacement parce qu'ils disent que le nom que j'utilisais sur le compte n'est pas mon vrai nom sur ma carte. Et puisque j'ai utilisé un pseudonyme, et j'ai dit, Dieu merci, j'avais trop bu, mais j'ai quand même utilisé un pseudonyme. Et je suis fière de moi. Mais par contre, parce que j'ai utilisé un pseudonyme, maintenant, il me refuse de Il m'est arrivé la même chose. C'est pour ça aussi que je pose cette question. Parce qu'elle est vraiment... Oui. Enfin, elle est très, très en conflit avec les réalités de certaines plateformes, en fait. Oui, oui. Et c'est à nouveau, on se sent impuissant parce qu'on sait qu'on a des droits, mais c'est Facebook qui décide finalement ce qu'il en est. Et c'est justement parce qu'on a utilisé un pseudonyme que du coup, on est privé de certains droits. Voilà, et je tiens à signaler, c'est illégal, ils ne devraient pas faire cela, mais c'est ce qu'ils font en pratique. Et mais la chose très compliquée. Utiliser un pseudonyme, c'est illégal. Maintenant, on est obligé théoriquement d'utiliser l'identité dans les conditions générales d'utilisation sous laquelle on est connu. Alors, on peut avoir plusieurs... Donc, en fait, on peut vous objecter qu'en fait, il ne fallait pas utiliser un pseudo. Mais alors, dans mon cas... À l'époque, je ne sais pas, mais les conditions générales d'utilisation, maintenant... Mais dans mon cas, si c'était légal, ils n'ont qu'à effacer le compte. Mais ils me disent qu'ils ne peuvent pas effacer le compte parce que c'est moi qui dois l'effacer moi-même. Mais ils me refusent accès à mon compte parce que je ne suis pas moi-même. Et on est bloqué avec ce compte imaginaire. Et vous savez qu'en plus, par exemple, il y a une étudiante chinoise qui m'a expliqué que sur Weibo, par exemple, vous vous inscrivez d'office avec votre carte d'identité. Donc, si on décentre un peu notre regard, il y a des réseaux sociaux qu'on utilise nous, personnellement, dans le contexte européen, peut-être moins. Cette question devient encore plus tricky. Oui, et c'est surtout dans le cadre de la protection des enfants. Maintenant, on essaie justement de dire il y a des communautés protégées, on va mettre encore plus de demandes sur l'identification pour protéger les enfants, mais on tombe dans ce paradoxe. Si on veut contrôler l'âge, le consentement des...
si je peux poser juste une question, qu'est-ce qui, puisqu'il y a plusieurs juristes dans la table ronde, qu'est-ce qui se passe si un enfant a utilisé une fausse identité? Donc, il a déclaré qu'il avait 25 ans alors qu'il n'en a que 10. Est-ce que, du point de vue du RGPD, ce qui va primer, c'est son vrai âge ou c'est sa fausse déclaration, son mensonge sur Facebook? On sait que voilà, tous les enfants, enfin, je veux dire, il y a des enquêtes aux États-Unis, comme partout, qui montrent que non seulement les enfants mentent sur leur âge, mais qu'en plus, évidemment, Facebook le sait parfaitement, et que les parents aussi, je veux dire, la plupart du temps, c'est avec l'accord des parents. Alors, il y a un cas très beau, justement, sur cette question. C'est un cas en Autriche, et c'était un enfant qui s'est enregistré dans une plateforme, et puis, donc, il a essayé avoir, justement, c'est d'inscrire de la newsletter ou quelque chose. On lui a dit, tu dois envoyer ta carte d'identité. Et d'abord, je pense qu'il a essayé de ne pas envoyer, mais finalement, il a envoyé sa carte d'identité. En envoyant sa carte d'identité, ils lui ont répondu, ah, on voit dans ta carte d'identité que tu es mineur et tu t'es inscrit comme majeur. Donc maintenant, on va pas parce qu'il avait fait aussi une demande d'accès à ces données. Donc ils ont dit, on va effacer ton compte, mais on va pas te donner accès à tes données parce que tu es mineur et tu n'aurais jamais dû faire ça. Et il a dit, ah bon, vous n'avez pas le droit de faire ça parce que je vous ai envoyé ma carte pour que vous vérifiez que c'est moi, mais pas pour vérifier mon âge. Donc, un mineur intelligent. Et on lui a dit, ah, tu as l'air très malin. En fait, c'était vraiment la réponse. Ils ont dit, ah, on voit que tu es très malin. Et donc, il a encore envoyé ailleurs. Et donc, finalement, il s'est plaint à l'autorité de protection de données qui, finalement, avec le One Stop Shop, on lui a donné raison. On lui a dit, effectivement, ils n'ont pas le droit, dans ce cas, si on fait demande de la carte d'identité, c'est pour vérifier que c'est bien la bonne personne, mais on ne peut pas maintenant utiliser les données de l'âge pour avoir des choses qui n'étaient pas à la base. Donc, normalement, on a encore des droits. Est-ce que dans la pratique, c'est facile de faire respecter ces limitations? C'est assez... c'est pas clair. C'était en Autriche, mais finalement, la décision était prise par quelqu'un d'autre parce que c'était pas le responsable n'était pas en Autriche. Mais c'était un cas intéressant parce qu'on voit aussi les difficultés pour les mineurs. Dans ce cas-là, c'était un mineur qui était quand même intelligent, mais même parfois les responsables. Les mineurs et les étudiants autrichiens, c'est vraiment le cauchemar des responsables de traitement. Je pense que ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Tu dois y aller ou tu as une autre question? Parce que moi j'avais une question à laquelle j'ai pensé spécifiquement en écoutant ta présentation. Donc, si tu as vraiment juste 2 minutes, je la poserai volontiers. Parce que tu as commencé ta présentation en parlant des transformations, notamment techniques, qui contribuent aux différents phénomènes qui ont été évoqués depuis le début de la matinée. Ça m'a refait penser au chapitre de conclusion du livre de Félix Tréguet, L'utopie déchue, dans lequel il pose une question un peu provocatrice qui est finalement, est-ce que face à tout ça, la seule solution qui reste, ça ne serait pas de détruire les ordinateurs? Je résume et je caricature un peu, mais c'est quand même vraiment à la fin cette question provocatrice qui est à la fin. Et donc, dans ta perspective, qui est une perspective beaucoup ancrée en STS, et donc on prend en compte la place des objets, des systèmes, des dispositifs techniques dans la société, etc. Est-ce que comment réagis-tu à cette question, à cette provocation de Félix par rapport à la question de la vie privée et des libertés en général? Le néoludisme. Exactement. Est-ce que tu lances un appel néoludite ou est-ce que… Non, alors je pense que je n'irai pas jusque-là parce que voilà, je garde une partie d'optimisme par rapport à, voilà, pour citer un autre membre du charisme, par rapport au désenchantement de l'Internet. Là, je pense qu'on a quand même eu, et notamment sur la littérature de la privacy, on a eu aussi des vagues, justement. Il y a eu un moment où il y avait par exemple toute la littérature sur la privacy by design naissante avec le travail d'Anne Cavoukian, etc. C'est super, on va pouvoir trouver des milliers de nouvelles solutions par la technique pour parfaitement protéger les gens sans qu'ils aient à se poser des questions. Et puis il y a eu
voilà, avec la vague du désenchantement, il y a eu un peu de reconsidération de ce truc-là aussi. Moi, je pense que si je reviens, par exemple, au terrain sur le chiffrement qu'on a pu faire récemment avec Senia, il y a une vraie question à se poser d'un côté sur la partie très collective, non seulement des droits, mais aussi du risque. C'est-à-dire que c'est un bon réflexe quand on choisit, par exemple, un outil informatique plutôt qu'un autre pour protéger ses données ou pour communiquer pour les deux. C'est bien de se poser la question toujours de qui on veut se protéger, parce qu'on peut avoir des situations tout à fait paradoxales comme les activistes russes qui adorent Google parce qu'au vu de sa taille et au vu du fait qu'il est américain, etc., il est beaucoup plus en mesure de s'opposer au gouvernement russe que pour eux est le principal ennemi. les perceptions occidentales sur ce que peut être la vie privée des grandes plateformes américaines et tout ça, c'est là, mais c'est plusieurs degrés moins importants. Donc, je pense qu'il y a ça. Et l'autre côté, c'est, je pense, se poser la question des architectures techniques, des outils, et voir vraiment comment ça peut interagir avec des couches supérieure avec celle des contenus, celle des données avec lesquelles l'utilisateur est beaucoup plus familier et peut plus se rendre compte. Le fait de savoir plus de comment est-ce que ces dispositifs-là sont construits et de pourquoi est-ce que les développeurs choisissent de créer des dispositifs plutôt décentralisés ou quand même d'en revenir à un dispositif plus centralisé qui à d'autres égards peut être de façon opportuniste bien plus utile pour les objectifs qu'on veut poursuivre. C'est important de savoir qu'il y a aussi ça, qu'il y a tout un monde de choix qui est fait avant que le logiciel ou le dispositif n'arrive entre les mains de l'utilisateur. Et le plus on enseigne, c'est si on arrive à l'expliquer clairement, à interagir avec les utilisateurs dessus en amont, comme font par exemple les formateurs en sécurité. C'est une très bonne chose. Il faut plus de ça. Merci beaucoup. Merci. Et désolé, je vais aller imprimer mon HTML justement avec Paris Santé en Assas écrit dessus. Merci beaucoup. À très bientôt. Avec qui? On arrête là. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci.